Chers amis, bonsoir. Je suis content d'accueillir à nouveau Jacques de Saint-Victor qui a publié cet ouvrage monumental, l'histoire de la République en France, que j'ai présenté dans Royaliste en 2 pages, 10 000 signes, ce qui est très très peu pour couvrir une histoire qui commence avec Aristote et qui n'est pas terminée. Donc je vais, Jacques de Saint-Victor, à peu près 3/4 d'heure pour nous présenter ce livre, et puis ensuite, avec lui, on approfondira le sujet au cours de la conversation que nous aurons. Cher ami, vous avez la parole. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. et je remercie beaucoup les gens qui sont venus ce soir pour une histoire de la République en France qui paraît à la fois une ambition un peu excessive ou folle d'une certaine manière. Généralement, comme vous le savez, on a des histoires de la République sur des segments. L'histoire de la Ve République, vous avez beaucoup de livres, l'histoire de la Quatrième République, l'histoire de la Troisième, il y a aussi des histoires de la Seconde République, l'histoire de la Première, mais ce qui nous est apparu, puisque j'ai un co-auteur, on n'a pas fait 1000 pages, j'ai pas fait 1000 pages tout seul, ce qui nous est apparu important, c'est de se demander s'il pouvait y avoir une histoire unifiée de ces différentes républiques, qui sont, comme vous le savez tous, très différentes les unes des autres, et très segmentées aussi dans le temps, puisque la Première République, eh bien, au fond, on sait quand elle commence, 1792, on ne sait pas trop quand elle finit, on se demande si elle termine avec la fin du Directoire, est-ce que le consulat n'est pas finalement encore républicain, on a même jusqu'à, comme vous le savez, l'article 1er de la Constitution de l'an 12 dit la République française confie à un empereur son destin. Donc on peut se demander quand s'arrête véritablement la Première République. La deuxième, c'est plus simple, je ne vais pas revenir sur toutes les républiques, vous les connaissez, 1848 jusqu'au coup d'État de Napoléon III, et puis Troisième République, Troisième République, ça s'arrête avec l'État français qui officiellement, à partir de 1941, change le journal officiel. C'est plus le journal officiel de la République française, ça devient le journal de l'État français. Et puis nous reprenons à partir de 1944 jusqu'à nos jours, là, cette fois-ci, de manière à peu près continue. Mais, bien entendu, et nous le savons tous, cette continuité n'est qu'apparente. Alors, la première question qui nous paraissait intéressante à essayer de cerner, c'est est-ce qu'il y a, nous sommes en historiens du droit habitués à parler notamment des institutions monarchiques, est-ce qu'il y a aussi, pour la question républicaine, ce qu'on pourrait appeler une tradition républicaine, comme il y aurait une tradition monarchique? Et cette question nous a conduit à remonter, comme vous l'avez souligné, et je vous remercie pour votre critique, remonter bien au-delà ou en deçà de 1789. C'est-à-dire que la question républicaine, elle nous est apparue importante à cerner, non seulement à partir de 1792, et on connaît quand même assez bien, puis c'est pas ici que je vais vous l'apprendre, on connaît bien la tradition républicaine depuis la Révolution française, mais la question qui nous paraissait intéressante à voir, c'était est-ce qu'il existe, avant la Révolution, une tradition républicaine en France ? Alors, si vous me permettez, au fond, j'avais peut-être prévu quelque chose d'un peu formel, mais puisque nous sommes entre nous, peut-être on peut essayer de l'aborder de manière plus dialectique et même assez rapidement dans la discussion. C'est-à-dire que quelle était la question qui se posait ? C'était est-ce que la France d'Ancien Régime, la France donc monarchique, qui, comme vous le savez, est la monarchie par excellence, la France depuis donc les premiers Capétiens, je ne remonte pas avant, mais est le modèle de la monarchie en Europe. On associe dans tous les travaux de l'Ancien Régime, dans toutes les mémoires, bref, dans toute la production que l'on peut lire, aussi bien en Italie qu'en Allemagne ou
ou même en Angleterre, la France est associée au modèle monarchique. L'idée, c'est que ça paraît absolument incongru qu'il puisse y avoir une république en France, alors même qu'il y a des républiques ailleurs, à partir du Moyen-Âge. Il y a des républiques en Italie, il y a des républiques dans les pays à partir du XVIe siècle, et puis il y a des expériences républicaines dans certaines régions, vous le savez, en Angleterre notamment. Bon, bref. S'il y a bien une certitude sous l'Ancien Régime, c'est que la France est une monarchie. Donc, mais ce qui nous est apparu intéressant à approfondir quand on est allé un peu plus loin, c'est qu'il y a différentes façons de concevoir la monarchie. J'imagine que vous le savez bien, mais j'y reviendrai parce que c'est un débat qui, du coup, a marqué notre réflexion parce qu'elle a des conséquences par la suite sur ce que nous avons essayé de développer dans ce livre, c'est-à-dire cette notion d'exceptionnalisme républicain, et je m'en expliquerai, et ce n'est pas pour, comme l'ont cru parfois certaines personnes, pour à nouveau faire une sorte de cocorico, nous sommes les seuls, nous sommes les uniques, pas du tout. C'est plutôt pour essayer de montrer comment, justement, à partir de la Révolution française, émerge en France une conception très différente de la République, de celle qui existait sous l'Ancien Régime, et dont vous avez souligné finalement qu'elle remontait à Aristote, ou en tous les cas, et j'y reviendrai, à un certain nombre de théoriciens, aussi bien de théoriciens antiques que de théoriciens du monde médiéval, à partir notamment des travaux de saint Thomas d'Aquin et de l'école scolastique. Alors cette particularité, cette singularité française, justement, elle a été très longtemps occultée. Elle a été très longtemps occultée par notamment des auteurs qui se sont beaucoup intéressés à la question du républicanisme sous l'Ancien Régime, et notamment les auteurs anglo-saxons. Les auteurs anglo-saxons ont été, il faut le reconnaître, en particulier ceux que l'on a appelés, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, de l'école de Cambridge, comme notamment John Pocock et puis Quentin Skinner. Le livre le plus important, c'est le livre de Pocock qui s'appelle « Le moment machiavélien ». Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en parler. Ce livre a marqué le renouveau, si vous voulez, depuis les années 80, le renouveau des études en Occident sur la question du républicanisme. Grosso modo, jusqu'alors, on avait pour habitude de rechercher dans l'Ancien Régime les racines, pour reprendre un terme d'un livre que vous m'aviez invité, les racines de la liberté, les racines du libéralisme, et donc on reprenait John Locke, la tradition libérale, disons la tradition libérale juste naturaliste et individualiste. Et ce que Pocock a mis en évidence dans son ouvrage, Le moment machiavélien, c'est qu'il y a en Occident une autre racine de la liberté, qui n'est pas une racine libérale, mais qui est une racine républicaine. Une racine républicaine, c'est-à-dire une racine qui centre beaucoup plus sur la participation à la vie commune, selon la conception justement des anciens, la participation à la vie commune comme expression d'une liberté qui n'est plus une liberté indépendance, comme la conçoit la tradition libérale classique, mais une liberté comme non-domination, c'est-à-dire je suis libre si je peux participer à la définition de mon avenir et à la définition par conséquent donc de la loi. Donc c'est une liberté qui est qualifiée par ces auteurs anglo-saxons comme une liberté républicaine parce qu'elle donne à l'individu conçu comme un citoyen et non pas simplement comme un individu consommateur ou détenteur de droits naturels, elle lui donne une dimension nouvelle. Et on insiste donc beaucoup
sur ces concepts de non-domination par rapport aux concepts traditionnels des libéraux comme non-interférence. Bien. Alors, j'insiste pas trop sur ce débat, mais pourquoi il est important? C'est parce qu'à partir de cette nouvelle lecture de toute une tradition antique, médiévale et moderne, on a commencé à reconstituer une histoire de la République, ou en tout cas du républicanisme, avant la Révolution française. Et on a commencé, chez ces auteurs anglo-saxons, à souligner qu'au fond, il y avait un grand mouvement qui finalement avait un peu échappé à tous les auteurs classiques, jusque justement à Pocock, c'est-à-dire un grand mouvement républicain qui se situait dans les interstices de ce que les auteurs classiques recherchaient comme origine du libéralisme. Il y avait autre chose, mais qui était en même temps un grand mouvement qui conduisait à une réflexion nouvelle sur la liberté. Mais, je passe très vite sur cet aspect, si vous voulez on y reviendra, c'est très important, mais ça nous éloigne un peu du sujet. Je reviens en recentrant parce que pourquoi il y avait tout de même un problème chez Pocock, c'est que si vous lisez ce livre qui est alors presque plus important que le nôtre, très gros livre de 800 pages, moi j'en ai 1000 mais c'est des 800 pages beaucoup plus serrés encore, ce livre ne parle pas du tout de la France. C'est-à-dire qu'au fond, ces auteurs anglo-saxons vont parler d'un républicanisme classique qui va des cités italiennes du XIVe, XVe siècle, qui relisent Aristote, mais surtout qui relisent Polybe, qui relisent au fond tous les auteurs qui ont montré que la véritable république, ce n'est pas une formule pure, mais c'est une formule mixte, c'est-à-dire ce qu'on appelle une constitution mixte, mélangeant la monarchie, l'aristocratie et la politeia, c'est-à-dire les trois formes pures définies par Aristote selon le nombre de personnes qui dirigent un régime, c'est-à-dire monarchie, une personne, aristocratie, plusieurs personnes censées être les meilleures, et puis politeia, qui est la forme pure de la démocratie, c'est-à-dire la majorité des gens dirigeants. Bon, bref, ces trois formes pures sont considérées comme chacune ayant leur faiblesse, et donc si on élabore une constitution mixte en mélangeant ces trois formes ensemble, que l'on obtient une sorte de régime idéal, et ce régime idéal est associé à la tradition républicaine. Bien. Donc, cette tradition, dans l'Europe moderne, naîtrait, donc selon Pocock et cette école anglo-saxonne, naîtrait avec les cités-États italiennes avant Machiavel, mais Machiavel devenant au début du XVIe siècle le grand théoricien du républicanisme, se poursuivrait, parce qu'il y a un mouvement néo-machiavélien très fort au moment de la Révolution anglaise de Cromwell au début du XVIIe siècle, donc se poursuivrait en Angleterre et rebondirait ensuite de l'autre côté de l'Atlantique au milieu du XVIIIe siècle et donnerait naissance à la tradition républicaine américaine. Et donc, de Florence à Philadelphie, si vous voulez, si vous me permettez cette image, il y aurait ce qu'on appelle un républicanisme atlantique qui aurait marqué l'histoire occidentale et qui aurait débouché finalement sur, au fond, la République américaine qui serait le modèle donc de ce républicanisme atlantique, reposant sur, en effet, cet idéal de constitution mixte que l'on peut, si on veut aller très loin, mais on fera très rapidement ici, qu'on peut en effet trouver dans la Constitution américaine, le président des États-Unis étant, font l'image de la monarchie, le Sénat étant l'image de le Sénat et la Cour suprême étant l'image de l'aristocratie, et la Chambre des représentants étant l'image de la démocratie. Bref, cette vision, chez les anglo-saxons, occultait complètement le débat français. Alors,
Première raison que je vous ai évoquée au tout début de cette conférence, tout simplement parce que la France était tellement le modèle de la monarchie qu'on pouvait se dire, après tout, il n'y avait pas de tradition républicaine ou de tradition se réclamant de ce républicanisme classique chez nous. Et puis, deuxième idée, non évoquée par les auteurs anglo-saxons, mais puisqu'on est entre nous, on va la dire tout de suite, c'est qu'au fond, la tradition française posait quelques soucis à ces auteurs qui essayaient de revaloriser une autre tradition de la liberté, parallèle à la tradition libérale. Or, chez les anglo-saxons, vous le savez, notre histoire est quand même marquée par cette parenthèse assez tragique de la terreur qui, au fond, n'a pas une très bonne presse chez les anglo-saxons, d'ailleurs pas non plus chez nous, mais ce que je veux dire, c'est que ça devenait peut-être problématique d'essayer de retrouver en France des racines républicaines que l'on voulait associer à un nouveau courant libéral, alors qu'on pouvait dire en France, elles ont plutôt débouché sur un courant jacobin qui finit, pour certains, dans le, j'utilise un terme anachronique, mais dans le totalitarisme, si vous voulez. Donc ça ne pouvait peut-être pas être le rameau d'une autre tradition de la liberté. Alors c'est ça que nous avons essayé de revoir dans ce livre, en se demandant, mais est-ce qu'il n'y a pas en France une tradition républicaine qui peut se réclamer de ce républicanisme atlantique avant 1789 ? Et notre conclusion, c'est que oui, il y a bien en France une tradition républicaine qui se réclame donc de ce traditionnalisme atlantique, mais qui va disparaître en 1789 parce que justement, la tradition républicaine telle que nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire celle qui se réclame de la Révolution française, elle va être en rupture radicale avec cette tradition atlantique, puisque cette tradition, elle repose sur un idéal de régime mixte. Et dans le régime mixte, il y a aussi la part aristocratique et il y a aussi la part monarchique. J'aurais tendance à dire que c'est surtout la part aristocratique qui pose le plus de problèmes par rapport à la tradition qui va venir à partir de 1789. Je simplifie et je résume. Au fond, si nous avons si peu travaillé en France cette question du républicanisme avant 1789, c'est parce que après 1789, nous avons un tout autre mouvement républicain qui ne va pas du tout se réclamer de ces auteurs du républicanisme atlantique ou du républicanisme classique plutôt, et qui vont au contraire associer toute cette mouvance à, alors selon les auteurs, on va parler d'une pensée aristocratique ou une pensée scolastique ou une pensée... Bref, jamais on va associer cela à la question du républicanisme. Alors, nous ne sommes pas les premiers quand même à avoir révélé qu'il y avait aussi une tradition républicaine en France avant 1789. Les premiers auteurs sont au fond des historiens, d'ailleurs la plupart eux aussi anglo-saxons, qui ont remis un peu en cause le systématisme des travaux de l'école de Cambridge, en particulier des travaux de Pocock, qui par ailleurs sont remarquables. Il ne s'agit pas du tout de minimiser ou de critiquer, mais son caractère peut-être un peu excessif quant à l'importance centrale des cités italiennes, en particulier de Florence, dans le renouveau du modèle républicain. Pourquoi ? Tout simplement parce que, historiquement parlant, nous savons très précisément et très pertinemment que le renouveau de l'étude d'Aristote, sur le plan politique, je m'empresse tout de suite d'inculter la polémique qu'il y a eu il y a quelques années et dont vraiment on aurait pu se passer concernant Aristote et puis ces questions de Mont-Saint-Michel. Je parle sur le plan purement politique. Tout le monde sait que c'est la traduction de la politique d'Aristote autour de 1260
qui va totalement changer la vision que nous avons de la politique, mettant au fond fin à l'augustinisme politique, pour le dire très simplement, et introduisant de nouveaux concepts politiques en Occident, en particulier donc cet idéal de régime mixte dont je vous parlais précédemment. Donc c'est à partir d'un renouveau opéré notamment par saint Thomas d'Aquin à la Sorbonne et par des disciples de saint Thomas, notamment des disciples français. Il n'y aura pas que des disciples français, mais en particulier des disciples français, Guillaume d'Auvergne. Nous en aurons ensuite des auteurs importants qui vont traduire Aristote en français, comme Nicole Orem, qui est peut-être aujourd'hui un peu oublié, mais qui a eu un rôle très important. Tous ces auteurs, jusqu'au XVIe siècle, vont redonner de l'importance aux grandes théories d'Aristote et à cette conception si particulière du régime mixte, associée donc à cette tradition républicaine. Et donc cette tradition, elle va être prégnante en France jusqu'aux abords du mouvement des Lumières. Et on peut même dire qu'une partie des Premières Lumières, une partie importante des Premières Lumières, de Boulainvilliers, traducteur de Spinoza, jusqu'à Montesquieu, célèbre théoricien de la séparation des pouvoirs, mais en réalité, si vous lisez bien le chapitre 6 du livre 11 de Montesquieu sur la Constitution d'Angleterre, c'est en réalité la description d'un régime mixte dont je vous parlais. Donc au fond, à l'origine même de notre tradition moderne, actuelle, du parlementarisme, il y a cette réflexion du régime mixte qui se perpétue et qui se transforme, mais qui reste au fond dans une très très longue tradition. La longue durée existe aussi dans le domaine constitutionnel. Et ce courant, donc, va irriguer la pensée française, toujours de plus en plus marginalisée, ça c'est vrai, par l'œuvre juridique officielle, c'est-à-dire l'œuvre des légistes royaux, qui, eux, ne vont avoir de cesse de remettre en cause ou de marginaliser cette conception. Donc, en réalité, il est vrai que quand vous ouvrez un ouvrage, par exemple, traditionnel d'histoire du droit, y compris de nos bons maîtres, on ne parle pas du tout de cette tradition républicaine dont je vous parle, parce que la tradition officielle, c'est évidemment ce qu'on pourrait appeler très simplement, de plus en plus contestée, mais enfin bon, j'utilise le terme pour aller vite, la tradition de la monarchie absolue, qui s'oppose ouvertement à la tradition de ce que l'on va appeler, et c'est pour ça que j'utilise maintenant le terme, la monarchie républicaine. Et en fait, si on utilise ces éléments que je viens de vous évoquer, eh bien, on peut relire l'histoire monarchique de l'Ancien Régime à partir du XIIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle comme une sorte de combat plus ou moins tacite, parfois express ouvertement, je pense par exemple aux États généraux de 1357-1358, où il y a vraiment cette opposition nette entre d'un côté les partisans d'une monarchie républicaine et de l'autre les partisans d'une monarchie absolue, les partisans d'une monarchie absolue n'étant d'ailleurs pas dans les États généraux, mais dans les conseils autour du roi. Et cette lecture nouvelle entre d'un côté partisan d'une monarchie républicaine et partisan d'une monarchie absolue permet de comprendre qu'il existe, sans prétendre qu'elle soit dominante, bien entendu, elle a toujours été marginale, elle a toujours été, disons, secondaire, mais elle a existé notamment, je pense par exemple, pendant le Moyen-Âge, défendue par les plus grands théologiens du Conseil du Roi, Juvénal des Ursins, par exemple, qui est un cardinal très important au XVe siècle, et qui est un membre du Conseil du Roi, relève de cette tradition. Nicole Orem, dont j'ai parlé, qui était le traducteur d'Aristote, était le plus proche conseiller de Charles V, c'est-à-dire ce ne sont pas des marginaux. Et il est vrai que plus on va avancer en âge, notamment après la fin de la guerre de 100 ans, qui
légitime beaucoup plus le pouvoir absolu du roi de France, parce qu'on a bien été content quand même qu'un pouvoir fort puisse mettre fin à cette guerre aussi longue, et puis surtout les guerres de religion, qui ont en France eu un rôle fondamental dans l'affirmation de la monarchie absolue, pour deux raisons. D'abord parce que ces guerres de religion ont montré qu'il était nécessaire d'avoir un pouvoir fort pour dépasser la guerre civile. Et le plus grand théoricien de ce qu'on a appelé la monarchie absolue, Jean Bodin, est évidemment d'abord et avant tout quelqu'un désireux, non pas d'affirmer l'absolutisme pour l'absolutisme, mais d'affirmer la puissance du pouvoir royal pour sortir par le haut de cette rupture, de cette guerre entre les factions religieuses. Et d'autre part, et ça c'est inscrit précisément dans le livre de Bodin, qui s'appelle Les 6 livres de la République, mais le mot République là est à prendre au nom comme synonyme d'État, et non pas comme République dont je vous parle. Bodin considère que la théorie de Machiavel est inapplicable en France. Pourquoi la théorie de Machiavel est inapplicable en France ? Parce que Machiavel, dans notamment le discours sur les décades de Tite-Live, Machiavel défend ce que l'on appelle la théorie du conflit. Pour lui, il n'existe de liberté que si on institutionnalise le conflit. Mais quand vous êtes face à un pays qui a basculé dans la guerre civile, un théoricien du conflit n'est pas particulièrement utile. Il faut plutôt, au contraire, trouver un théoricien du consensus. Et c'est comme ça que Jean Bodin, qu'on pourrait appeler l'anti-Machiavel par excellence, si vous voulez, va complètement orienter notre théorie politique vers des eaux beaucoup plus absolutistes qu'elles ne pouvaient l'être avant lui. Donc, car il y a des traducteurs français de Machiavel. Je ne parle pas seulement de traducteurs au sens de traducteurs classiques, mais des gens qui ont essayé de traduire, d'adapter la pensée et l'œuvre de Machiavel en France. Je pense notamment à Claude de Seyssel. Claude de Seyssel qui écrit 3 ans après Machiavel la Grande Monarchie de France, dans laquelle il essaye d'adapter, parce qu'il se doute bien que la France est très différente de l'Italie. La France, à part Paris, nous n'avons pas de grandes villes au sens de cette grande tradition urbaine que peuvent avoir les grandes villes italiennes comme Gênes, Florence, Venise, notamment, qui est aussi un des modèles de la théorie républicaine à l'époque. Nous avons une histoire urbaine beaucoup plus modeste. Et puis nous avons un État de la taille, à l'époque, qui est énorme par rapport aux petits États cités italiens. Donc, Claude de Seyssel essaye au fond de dire qu'on ne peut pas complètement transposer le modèle machiavélien en France, mais on peut essayer de l'adapter à un grand État comme la France, et il va donner naissance à cette théorie que vous connaissez bien sûr, de la tradition de la monarchie tempérée, qui n'est pas justement une monarchie absolue, même si elle repose au fond sur la souveraineté malgré tout absolue du roi, mais qu'il tempère par tout un certain nombre de conseils que vous connaissez, que ce soit les États, que ce soit les parlements, que ce soit les provinces, etc. Bref, mais Jean Bodin va dépasser cette question, puisque lui, au contraire, il va affirmer l'absolutisme de la monarchie. Malgré cela, cette tradition républicaine dont je vous parle, et je n'ai pas perdu le fil, se poursuit. Au XVIIe siècle, on la retrouve dans un certain nombre d'adversaires de la monarchie absolue. Alors, c'est compliqué, les adversaires de la monarchie absolue à l'époque de Louis XIV, notamment, qui est le grand moment de l'affirmation du pouvoir absolu monarchique par excellence. Mais vous en avez, alors certains, vous les connaissez, c'est plutôt une opposition, je dirais, féodalo-mondaine, le plus célèbre parce que c'est le plus brillant sur le plan de l'art littéraire, c'est le duc de Saint-Simon. Saint-Simon a beaucoup écrit des théories politiques d'ailleurs, mais enfin, on peut pas... Saint-Simon n'est pas un auteur d'une... Enfin,
il est profond, mais il n'est pas tout de même très profond. Il est très mu par ses préjugés nobiliaires et surtout en particulier ses préjugés, on pourrait dire, ultra-nobiliaires. Enfin, il est duc et père et il considère que tout le reste, bon, ça... Bon. Mais vous avez un certain nombre d'auteurs qui sont plus intéressants et qu'il faut relire aujourd'hui avec cette perspective de la monarchie républicaine dont je vous parlais. Je pense... Alors, ça paraît très surprenant, mais il faut maintenant faire une relecture de Fénelon avec ces instruments dont je viens de vous parler. Et puis, celui alors qui est le plus caractéristique de ce mouvement de monarchie républicaine dont je viens de vous parler, c'est le comte de Boulainvilliers. Le comte de Boulainvilliers, qui d'ailleurs est, avec Montesquieu, le seul auteur français cité par Pocock. Et si vous connaissez Boulainvilliers, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le comte de Boulainvilliers, normalement vous le connaissez à travers Michel Foucault. Michel Foucault qui a fait un cours au Collège de France en 1976 qui s'appelle « Il faut sauver la société », dans laquelle il parle beaucoup de Boulainvilliers. Mais alors le pauvre Michel Foucault s'est appuyé sur un travail énorme d'ailleurs, une grosse thèse d'un auteur belge qui s'appelait De Viver, son prénom m'échappe, qui, alors, avec les a priori de l'époque, a lu le comte de Boulainvilliers complètement à côté de la plaque, avec des lunettes Boulainvilliers, ancêtre du racisme. À cause de cette idée, vous savez, le sang bleu, etc. Sauf que c'est pas du tout ça dans Boulainvilliers. J'ai pas besoin d'y revenir, mais je le citais juste pour l'anecdote, parce que si vous connaissez Boulainvilliers, normalement, vous en avez une très très mauvaise image, parce qu'il fait un saut de Boulainvilliers jusqu'à Gobineau, si vous voulez. Bon. Mais c'est pas du tout ça, Boulainvilliers. Faut maintenant, tout le monde est établi. Il y a une relecture très belle, d'ailleurs, de Boulainvilliers par le grand historien de la République, celui qui a écrit Les idées républicaines en France, de Claude Nicollet, qui a écrit un livre justement sur ces questions des origines de la France, dans lequel il rend justice à Boulainvilliers, qui ne dit absolument pas ce que lui fait dire cet auteur belge. Bref, aujourd'hui Boulainvilliers est même étudié par un auteur que vous avez peut-être chroniqué, qui s'appelle Jonathan Israel, qui a écrit un livre sur les Lumières radicales, de Spinoza jusqu'à les années 1750. Et dans ce livre, très étrangement, Boulainvilliers occupe un rôle central pour la France dans les Lumières radicales, comme une sorte de passeur de Spinoza jusqu'à, au fond, le plus grand radicalisme des idées révolutionnaires. Alors ça, c'est un peu excessif aussi, parce que quand on connaît Boulainvilliers, c'est pas non plus un émule de... Enfin, c'est pas non plus un ancêtre de Marat ou de Robespierre, mais enfin, c'est un auteur qui a joué un rôle important dans la critique du système absolutisme, et qui va être, d'ailleurs, un de ceux qui influencera considérablement Montesquieu et tout le courant, au fond, de remise en cause de l'absolutisme au XVIIIe siècle. Donc vous voyez, il y a ces racines, si vous voulez, républicaines dans la critique de la monarchie absolue, mais ce qui nous aveugle, c'est que ces critiques ne sont pas des critiques anti-monarchiques, ce sont des critiques anti-absolutistes. Et ces auteurs restent monarchistes, mais comme le sont beaucoup des auteurs du courant de ce républicanisme classique. Car c'est la grande leçon là de l'école de Cambridge, ce républicanisme classique n'est pas, comme on l'imagine aujourd'hui, ni un adversaire de la monarchie. Il n'y a pas cette idée qui va être vraiment une idée française selon laquelle il y aurait opposition entre monarchie et république, puisqu'au contraire, la république, c'est une sorte de meilleur régime, mais qui peut parfaitement se concilier avec la monarchie, avec la république. La république peut parfaitement se concilier avec la monarchie, et plus encore, il n'y a pas nécessairement d'antinomie entre le courant républicain et le courant aristocratique. C'est-à-dire que ce n'est pas il n'y a pas d'opposition entre république et aristocratie. En revanche, il y a une opposition entre aristocratie et démocratie, ça c'est indéniable, mais pas nécessairement avec la République. Je citerai de mémoire, au début de la Révolution américaine,
Et j'en terminerai par là pour laisser ensuite place au débat, si vous voulez, mais je voulais insister sur l'idée qu'il y avait une tradition républicaine avant 1789. Au début de la Révolution américaine, des auteurs comme John Adams ou comme Hamilton disent très clairement « Nous avons pris la République pour ne pas avoir recours à la démocratie ». C'est-à-dire qu'ils opposent très clairement République et démocratie. Et je le dis d'autant plus que nous avons une confusion des choses ici, parce qu'il y a eu un auteur très brillant, Régis Debray, qui a évidemment contribué à complètement bouleverser les cartes, tout en disant des choses très intéressantes et très justes, mais en opposant les deux et en associant République américaine à démocratie, ce qui peut être vrai dans son analyse, mais en réalité sur le plan des grands régimes, ils le disent eux-mêmes, c'est les Américains qui le disent, les Américains de 1787, on a pris le modèle républicain pour ne pas risquer d'avoir un modèle démocratique. Et après la Révolution française, certains auteurs comme Adams à nouveau disent justement on ne voulait pas de la démocratie parce que la démocratie ça a donné Robespierre et la Révolution de la Terreur. Donc vous voyez, ces questions un peu complexes nous permettent de saisir qu'il y a eu tout un courant du républicanisme classique qu'on pourrait dire a donné naissance à des régimes modérés. Et puis nous, en France, en 1789 et plus encore en 1792, nous avons complètement rompu avec cette tradition, en tout cas les révolutionnaires ont complètement rompu avec cette tradition, d'autant plus qu'ils n'avaient pas vraiment prévu de mettre en place la République. Comme vous le savez, jusqu'en 1791, un homme comme Robespierre est encore monarchique, justement partisan d'une monarchie républicaine, mais alors un peu différente de celle, j'y reviendrai si vous voulez dans la discussion, de celle que imaginaient nos grands auteurs classiques. Et à partir de 1792, eh bien, la France est le seul grand État de l'Occident à prendre une nouvelle orientation, une orientation où République devient d'abord synonyme d'anti-monarchie, et plus encore, où République devient le synonyme d'anti-aristocratie, c'est-à-dire où, au fond, l'idée égalitaire est une idée aussi importante, voire plus importante, que toutes les autres formes, toutes les autres préoccupations qui peuvent exister auparavant. Et donc, c'est ça que nous avons appelé l'exclusivisme républicain français, c'est-à-dire que pendant 2 siècles, à partir de 1792, eh bien, cette histoire de la République devient une toute autre histoire, une histoire qui a complètement tourné le dos à ses racines, si l'on peut dire, anciennes depuis le XIIIe siècle, et qui va au contraire, là, être très profondément marquée par un radicalisme que l'on trouve déjà dans une partie de la pensée anglaise au moment des niveleurs de l'époque de Cromwell, et que l'on trouve aussi, c'est pour ça que d'ailleurs qu'il est redevenu très à la mode depuis quelques années, dans la philosophie de Spinoza, qui fait l'éloge du nombre, c'est-à-dire l'éloge de la démocratie, contre toute forme de discours républicain qui, à l'époque justement, n'est pas un discours du nombre, c'est un discours de la vertu. Le républicanisme est associé à l'idéal de vertu. Or, cet idéal de vertu, c'est évidemment un idéal moral, c'est-à-dire un idéal qui ne peut pas se satisfaire simplement de la loi du nombre. Pour être un bon républicain, y compris Rousseau, parfois sera marqué par cette pensée, pour être un bon républicain, il faut, dit Machiavel, aimer les lois, aimer sa patrie, être prêt à mourir pour sa patrie. Bref, il y a des qualités qui sont associées à la tradition républicaine. Ce n'est pas simplement la démocratie au sens de la loi du nombre. Donc nous, après 1792, nous allons être profondément marqués par cette nouvelle forme de conception de la République, et c'est ce qui va expliquer toute cette histoire si particulière de la France, où il va y avoir une opposition profonde entre, d'un côté, les partisans de la monarchie, dont certains restent encore, sans le savoir parfois eux-mêmes, des partisans d'une monarchie républicaine en réalité, parce que
tous les partisans de la contre-révolution ne sont pas tous des partisans de la monarchie absolue. Je dirais même, il y en a eu beaucoup encore jusqu'à Berryer, même les élus de l'Assemblée nationale de 1871, qui sont encore dans une tradition, alors eux l'associent à Chateaubriand et autres, mais qui restent au fond marqués par cet idéal de monarchie républicaine, mais qui n'est plus tellement connu parce qu'il a été totalement occulté. Et puis, il y a au contraire, à l'opposé, eh bien, toute la tradition jacobine, qui elle est une tradition radicalement républicaine, si on peut dire. Et on arrive difficilement à voir émerger, mais elle est là, une tradition qu'on pourrait appeler la républicanisme libéral, qui existe, qui a été marquée notamment au moment des débuts de la Troisième République, puisque, au fond, la Troisième République, les lois de 1875, vous le savez, elle était qualifiée de la Troisième Charte, parce que, au fond, elles ne vont être dénaturées, ces lois de 1875, qu'à partir de 1879, avec le président Grévy qui va refuser de faire jouer vraiment ces institutions. Mais si on les lit à la lettre, ces institutions de la Troisième République, elles donnent un grand pouvoir au président de la République et elles instituent une sorte de parlementarisme dualiste qui est assez proche, au fond, de ce qui existait en Angleterre à la même époque. D'ailleurs, le duc de Broglie était celui qui a été le principal ardent celui qui a vraiment été le principal rédacteur de de ces lois constitutionnelles. Et donc, au fond, ce qui va les parasiter, c'est la tradition républicaine, disons, pour faire très simple, de gauche, qui, elle, est hantée par le souvenir de la Seconde République, cette Seconde République qui a échoué parce que finalement elle a basculé dans le césarisme. Bien. Et donc j'en termine là, j'ai bien compris que j'ai presque dépassé mon temps de parole. Mais ce que je voulais essayer de vous montrer, donc, c'est qu'il existait... je l'ai fait parce que je suis à la Nouvelle Action Royaliste, il me semblait que ça pouvait vous intéresser, cette dimension particulière de la tradition républicaine d'Ancien Régime, et qui, évidemment, me semble évidemment avoir totalement disparu, puisque évidemment la dimension aristocratique est totalement morte à partir de 1789 en France, mais en revanche, cette dimension libérale, qui d'ailleurs aujourd'hui est assez contestée, de la République, elle peut puiser une partie de ses origines dans ce mouvement de la monarchie républicaine, notamment par l'importance qu'accordaient ces vieux auteurs scolastiques à la question du droit. Il y a plusieurs textes que nous évoquons d'ailleurs pour montrer combien, au fond, eux considèrent que le pouvoir ne peut pas tout et qu'il y a le droit comme limite au pouvoir. Eh bien ça, nous le retrouvons aujourd'hui dans une tradition nouvelle pour notre histoire républicaine qui est apparue dans les années 90-2000, c'est-à-dire sous l'influence plutôt d'éléments extérieurs venant de l'Europe, au fond, et qui est en rupture avec notre tradition républicaine jacobine, qui, elle, pour le coup, affirme la souveraineté du peuple, comme héritage de la souveraineté royale, de la tradition, si vous voulez, plus absolutiste, comme étant l'élément indépassable du jeu politique. Eh bien, cette tradition libérale, évidemment, nous la voyons comme totalement extérieure, et c'est en partie vrai, mais c'est original peut-être, ou en tout cas intéressant de voir qu'elle a des racines aussi chez nous, en France, dans cette conception de la monarchie républicaine, notamment marquée par la pensée scolastique. Voilà, j'ai essayé, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais j'ai essayé de vous montrer qu'il y avait vraiment des choses très intéressantes dans notre histoire dont nous sommes souvent ignorants, qui permettent de comprendre aussi certaines de nos sensibilités, puisque je pense que là, par exemple, la sensibilité libérale dont j'ai parlé, eh bien, elle ne sait pas qu'elle a aussi cet héritage et qu'elle ne remonte pas seulement à John Locke et encore moins uniquement à Adam Smith, si vous voulez, puisque c'est souvent un peu comme ça que les libéraux se voient. Et puis qu'il y a au fond une tradition républicaine plus classique, mais qui est
né en 1792, enfin, né au milieu du XVIIIe siècle et s'étant affirmé très profondément en 1792. Et là encore, mais là, ne vous inquiétez pas, j'ai terminé, cette tradition-là, elle est aussi multiple, puisqu'on va bien voir qu'elle va se décomposer. Nous avons essayé de proposer quatre même sensibilités. On a parlé de sensibilité pour être très prudent et pas pour faire du René Raymond qui s'est fait taper sur les doigts par beaucoup de nos collègues juristes. Donc nous avons remarqué et noté leurs critiques souvent très pertinentes de ces conceptions des trois droites françaises. Donc là, il y a 4 sensibilités républicaines que nous essayons de définir. Donc une sensibilité libérale, j'en ai déjà parlé. La sensibilité jacobine qui apparaît comme étant évidemment la sensibilité de référence classique quand on parle de la République. On a aussi parlé de la sensibilité conservatrice parce qu'au fond, c'est un peu parfois celle qui semble dominer de nos jours pour chercher certains, parce que c'est le fameux mot de Thiers, la République sera conservatrice ou ne sera pas, c'est-à-dire au fond la République comme État, et donc tout peut être républicain chez nous. Et puis, dernière sensibilité qu'on a aussi quand même voulu mettre en évidence, parce qu'elle est moins connue et elle s'épuise très souvent dans l'idéal révolutionnaire pur, c'est la sensibilité plébéienne, parce qu'il y a une sensibilité républicaine radicale, mais encore plus radicale que les Jacobins. Les Jacobins, par exemple, ne sont pas contre la propriété, sont même des défenseurs de la petite propriété. Et ça se traduit dans le Parti radical, par exemple. Donc, si vous lisez les grands manifestes du Parti radical dans les années 1900, c'est la défense de la petite propriété contre la féodalité industrielle. Et ils ont les mêmes référents, au fond, un peu que les Jacobins de 93. Mais plus loin, il y a ceux qui sont au contraire pour le communisme des biens, pour le véritable partage. Et très souvent, ces gens, notamment à partir de la Commune de Paris, vont complètement échapper au courant républicain et vont tomber dans une sorte d'idéal révolutionnaire pur, où c'est la révolution pour la révolution, et ça va, pour la plupart d'entre eux, les conduire vers plutôt des idéaux marxistes et autres qui s'affirmeront par la suite. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je me dis que j'aurais dû lire quand même mes notes pour être un peu moins confus. Mais non, pas du tout. C'était très bien. Ça soulève beaucoup de questions. Raoul n'est pas là, mais Guillaume va le remplacer pour animer le débat auquel je participerai quelque peu activement, parce que j'ai beaucoup de questions à poser. Ayant lu le livre, pas tout, hein, il y a des choses que j'ai survolées, mais j'ai lu très attentivement toute la partie, justement, toute la première partie du livre qui concerne la tradition antique et la période de la monarchie républicaine. Voilà, mais alors... Je crois que tu vas pouvoir introduire en priori. Oui, bon... Alors, pour essayer de justifier mes grandes ignorances, actuellement je suis dans la promotion de Casabianca, qui est mon nouveau livre qui paraît. Alors celui-là n'est absolument pas... Non, je fais de la retape, mais c'est juste pour m'expliquer. C'est vrai que nous allons avoir une conversation, et je l'espère très profonde, et vous m'autoriserez à relire 2-3 notes, parce que je suis complètement parti dans le sud de l'Italie, le sud des Pouilles, sur ce livre. Donc voilà, mais j'espère être à la hauteur de vos attentes. Il y a plusieurs questions. Je précise d'ailleurs pour un certain nombre de nos amis qui ne se fréquentent pas depuis peu nos réunions, qu'on a beaucoup travaillé depuis 30 ans la question républicaine. Avec les bons auteurs de l'époque. Je pense tout particulièrement à Claude Nicollet, qui a écrit un livre sur l'idée républicaine chez Gallimard, 500 pages extrêmement solide, qui était très représentatif de la tradition républicaine radicale et radicale-socialiste, oui. Et qui était devenu un ami qui a fait plusieurs conférences dans nos locaux, qui nous a présenté les livres que vous avez cités, qui était également un très grand historien de la Rome antique. Il a écrit un livre majeur, Le métier de citoyen dans la Rome antique. Donc voilà, c'était un homme qui était complètement rigoureux dans sa pensée. On s'était connus au comité de soutien à François Mitterrand d'ailleurs. Voilà. Donc il y a eu Claude Nicollet, Blandine Kriégel, auteur d'une philosophie de la République,
On a beaucoup, elle est encore venue il y a peu de temps nous présenter son Spinoza, et c'est vrai qu'elle a participé chez nous à d'innombrables réunions, colloques, etc. On a reçu Maurice Agulon, on a reçu Régis Debray à de très nombreuses reprises. Donc vous avez déjà reçu sur... Oui, là c'était plus sur la liberté. Les racines de la liberté. Donc naturellement c'est une question qui nous intéresse. Et puis on a, avec Bernard Bourdin également, on avait repris, qui est théologien et philosophe, des questions concernant Aristote, le thomisme. Il a écrit également sur la pensée politique de saint Thomas. Donc voilà. Ce qui ne laisse entière un certain nombre de problématiques. Et d'ailleurs qui vont se développer, je pense, dans les années à venir. Parce que cette question de la conception du pouvoir politique, déjà théorisée, posée par Aristote, elle continue à se poser. C'est-à-dire, est-ce que le pouvoir politique est justement un pouvoir pleinement autoritaire, avec un État extrêmement fort, etc. Ou est-ce que, au contraire, on est dans la science des médiations, ce que Aristote appelle la médiété, et qu'on compose les différents éléments du pouvoir. Bon. À mon avis, la Ve République a composé dans sa forme gaulienne, de façon très aristotélicienne, les différents éléments du pouvoir, c'est-à-dire la monarchie, l'État, le général, le pouvoir exécutif tel qu'il l'incarnait, la démocratie parlementaire avec le Premier ministre qui jouait un rôle, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, le gouvernement qui existait également, et puis la partie aristocratique, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la technocratie, c'est-à-dire les grands corps de l'État qui organisaient effectivement l'administration pour servir les tâches spécifiques, les orientations données par le pouvoir politique. Bon. Donc on peut dire aujourd'hui qu'on est passé de la République à l'oligarchie, gouvernement d'une minorité qui défend des intérêts particuliers. Donc, voilà. Donc c'est les catégories posées par Aristote, y compris dans les déviations des trois grandes formes, monarchie, démocratie, aristocratie, sont toujours là, n'est-ce pas ? On a vécu, au cours de ces 20 dernières années, à partir du quinquennat, le passage d'une république, d'une monarchie républicaine à une oligarchie. Voilà. Donc la science politique, c'est pas rien. Mais je pense également qu'à l'intérieur de notre tradition, le problème de la conception du pouvoir continue à se poser. Je pense notamment que quelqu'un comme Jacques Sapir, avec qui on a fait un petit livre sur la souveraineté, j'ai présidé un débat sur la souveraineté, plus exactement, Jacques Sapir est en train de développer, à mon sens, une conception romaine et bodinienne. Carrément, lui, c'est Bodin. C'est la République de Bodin, les 6 livres de la République de Bodin, et il n'est pas du tout aristotélicien, tel que je le vois travailler ses articles en ce moment. Il retravaille à partir de la notion romaine impériale. Bon. Et là, justement, alors on peut se demander quelle est parce que vous avez parlé de la tradition aristotélicienne, du gouvernement mixte, etc., mais il y a aussi cette tradition de l'impérium romain. Et surtout, Bodin prend l'image de la majestas, en fait. Mais voilà. C'est une étape supérieure, alors, c'est pareil. Justement, il y a... Blandine Kriégel nous avait beaucoup parlé de la relégation du droit romain. Oui, mais alors là, pardonnez-moi, sur Blandine Kriégel et la question du droit romain, là, je vous suggère surtout de demander à Pierre Legendre, le grand spécialiste du romanisme, oui, et du droit romain, et du droit d'ailleurs de la scolastique, de vous parler de Blandine Kriégel. Je ne suis pas du tout un spécialiste du droit romain comme Pierre Legendre, mais j'ai les mêmes réserves quant à l'interprétation que j'ai lue chez Blandine Kriégel de ces questions concernant le droit romain.
je suis même... Enfin, je ne vais pas en parler parce que je suis totalement désorienté par rapport à tout notre savoir en tant qu'historien du droit, si vous voulez. Oui. J'avais demandé à Claude Nicolet, j'étais allé le voir chez lui d'ailleurs, dis donc, enfin on avait parlé de beaucoup de choses, dis donc cette histoire-là, il m'a dit oui globalement ça va, mais... Ah bon, bah, il est très généreux. Je ne sais pas, bon, non mais... Voilà. Bon, c'est vraiment un débat de spécialistes, mais mais sur ce que j'ai dit, il y a une tradition tout à fait. de l'impérium, Tout à fait. ça en impérialiste, etc. Et puis il y a cette tradition aristotélicienne du gouvernement équilibré, tempéré, etc., que l'on a encore. Bien sûr. Mais l'histoire de Rome nous sert au fond de référent pour ces deux traditions, si vous voulez. Au fond, la tradition que vous appelez aristotélicienne, c'est la tradition dont Polybe fait l'éloge dans ses histoires de la Constitution romaine. Mais Polybe fait l'éloge de la Constitution romaine à l'époque de la République. Quand il fait l'éloge du régime mixte, c'est les consuls qui incarnent l'image de la monarchie, le Sénat qui représente l'image de l'aristocratie, et les comices, c'est-à-dire les assemblées du peuple, qui représentent l'image donc de la démocratie. Cet idéal républicain associé au régime mixte disparaît évidemment à partir du moment où, dès Auguste, avec le Principat, et puis surtout ensuite, vous avez au contraire une logique impériale. Cette logique impériale, c'est cette logique dont se réclame la tradition monarchique officielle, si vous voulez, à partir notamment de Jean Bodin. Et encore une fois, mais pas uniquement Jean Bodin d'ailleurs. Moi j'ai été frappé, je ne sais pas si vous avez invité un jour Jacques Crinen, qui a écrit un livre remarquable sur l'Empire du Roi. Oui, j'ai vu. Jacques Crinen est un collègue et ami de Toulouse qui a écrit ce livre vraiment splendide. Invitez-le parce que vous aurez vraiment avec lui un grand savant de l'époque médiévale. Et Jacques Crinen a très bien montré dans ce livre les conflits qui existent au sein même du Conseil du Roi au XIVe et au XVe siècle, entre d'un côté ceux qui sont les lecteurs d'Aristote, en particulier les théologiens, c'est ça qui m'a vraiment frappé, qui sont des gens beaucoup plus articulés, beaucoup plus raffinés, et puis de l'autre, les légistes, qui eux sont au contraire, d'ailleurs traités avec mépris par les théologiens, mais qui en revanche ont l'appui du roi, parce que leur droit, c'est le droit tiré du Code de Justinien, qui est un code évidemment rassemblé au VIe siècle par un empereur, l'empereur de Byzance, donc Justinien, et qui donne une part importante, ou en tout cas dont la lecture faite par les légistes donne une part très importante au pouvoir de l'empereur, c'est-à-dire un pouvoir absolutus, c'est-à-dire délié des lois. Et par conséquent, nous voyons j'ai pris l'exemple des États généraux de 1356-1358 parce que, au fond, c'est les premiers États généraux où on voit les Capétiens très affaiblis. Ils se réunissent juste après la défaite de Poitiers. Le roi de France est fait prisonnier, le dauphin est totalement affaibli. Donc, en réalité, ces États généraux, c'est la seule, première et quasiment unique, jusqu'aux guerres de religion, tentative de mettre en place officiellement une sorte de monarchie républicaine. Il n'y en aura plus tellement d'autres occasions en France de réaliser cette option. Et au XVIe siècle, la question se reposera à nouveau. D'ailleurs, dans ces nombreux États généraux que Henri III, les Valois réunissent à la fin du XVIe siècle, en pleine guerre de religion, et on ne sait plus trop comment gérer la situation. Et c'est ce qui va expliquer que, à un moment, Jean Bodin donc écrit ce livre, les 6 livres de la République, et au fond, pardonnez-moi l'expression, il dynamite toute la tradition de la monarchie républicaine, et il affirme au contraire une tradition beaucoup plus impériale, c'est-à-dire d'une monarchie absolue, qui doit pouvoir avoir l'entière liberté pour pouvoir... Mais il faut bien comprendre l'option de Bodin. Pour pouvoir rétablir la paix civile. Ce n'est pas le discours des absolutistes du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle, qui sont un peu
d'ailleurs très marginaux, mais on peut les considérer. La perspective de Bodin, c'est presque une perspective, j'aurais tendance à dire, libérale, c'est-à-dire il essaye d'établir un pouvoir fort pour permettre à chacun de pouvoir vivre selon ses propres convictions. Donc c'est une forme de libéralisme moral qui considère qu'il n'est pas possible, c'est pour ça que je vais revenir, vous allez voir, avec la Ve République, au fond, c'est l'idée qu'il faut un pouvoir fort pour pouvoir rétablir la paix civile et permettre du coup à chacun d'être libre dans sa sphère la plus importante. À l'époque, c'est la sphère des croyances. À l'époque du général de Gaulle, il y a quand même... Je ne suis pas tout à fait convaincu de votre analyse sur la comparaison entre la pratique de la Ve République, même compris à l'époque du général de Gaulle, et la tradition de la monarchie mixte. Pourquoi ? La monarchie, l'élément monarchique, il n'y a aucun débat. Ça, oui, il existait. La restauration de l'État, il n'y a pas de débat non plus, elle existait, mais elle se fait, comme à l'époque probablement plutôt de Louis XIV, dans une perspective monarchique. J'ai beaucoup plus de difficultés à trouver l'élément aristocratique, car vous avez cité l'aristocratie, l'énarchie, les hauts fonctionnaires. Je ne sais plus quel auteur les a décrits, les conseillers auliques. Ce sont beaucoup plus des statocrates, c'est-à-dire au fond, non pas des courtisans dans le mauvais sens du terme, le courtisan à la mode du film ridicule, mais les courtisans au sens de tout l'appareil d'État tout à fait au service du monarque et non pas au service... Quand on imagine la monarchie mixte, la théorie mixte, c'est la logique des contrepoids. Chacun doit pouvoir quand même contrebalancer l'autre. La statocratie énarchique ne contrebalançait pas le pouvoir du général. Elle le fait peut-être maintenant, et c'est pour ça qu'on a peut-être basculé, peut-être plus maintenant, mais pendant longtemps, on a peut-être basculé dans une forme d'oligarchie. Et puis l'élément démocratique, alors il existe évidemment, personne ne pourra nier le vrai respect qu'a fait le général de Gaulle de la démocratie dans son sens le plus classique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui respectait les référendums et c'est quelqu'un qui a toujours respecté les élections législatives. Mais n'oublions pas tout de même, et vous le savez mieux que moi, que l'ambition du général de Gaulle était d'établir un parlementarisme rationalisé, ce qu'il a fait, et au fond, à partir de 1958, mais j'aurais tendance à dire là, c'est vrai que ça serait un mauvais procès fait au général, parce que c'est depuis au moins la Première Guerre mondiale, l'expression de la démocratie joue très peu dans la pratique, puisque quasiment l'essentiel des travaux du Parlement sont en réalité contrôlés par le pouvoir exécutif, si on revient à nos théories qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire au fond par l'élément monarchique. Donc au fond, nous nous trouvons déjà à partir de 1958 dans une forme de monarchie républicaine, d'ailleurs le terme est bien juste, mais pas une monarchie républicaine classique qui reposait sur la théorie du gouvernement mixte, mais plutôt on utilise le terme monarchie républicaine, le général de Gaulle l'utilise, parce qu'il lui a compris qu'on ne peut plus, selon lui, rétablir le principe héréditaire. Donc, on restera sur un monarque électif, mais le reste de son élaboration, y compris notamment dans sa méfiance, que je partage par ailleurs, pour toutes les féodalités locales, toutes les féodalités économiques, c'est tout de même plutôt une inspiration de la tradition capétienne, je dirais, absolutiste. C'est-à-dire l'idée qu'il faut un pouvoir fort pour remettre à distance toutes les féodalités. Et le vrai problème, après le général de Gaulle, c'est que justement ces féodalités ont repris tout leur pouvoir. Oui, je prenais aristocratie au sens de gouvernement des meilleurs. Donc, oui, mais c'est pas... Là, on a un corps de fonctionnaires. Oui, ça c'est vrai. Une noblesse au service de l'État, pas une... Bertrand de Jouvenel disait une statocratie, mais c'est vrai, oui. Oui, des corps au service
de l'État. Absolument, oui. Et qui ne sont pas représentatifs du tout de société. Mais c'est un schéma qui est pas, que je donne comme ça justement pour alimenter la discussion, qui d'ailleurs, c'est Michel Herson qui nous avait expliqué ça, qui était directeur de cabinet de Michel Debré, qui a été un des hommes de l'appareil gaulliste, complètement oublié aujourd'hui, qui était monarcho-gaulliste. Mais vous voyez, c'est bien... C'est un de ceux qui pensaient que le comte de Paris pourrait effectivement succéder au général de Gaulle. Et Herson nous avait dit, voilà, c'est un schéma très ancien qu'il y a dans le gaullisme, dans l'État, et au sens de, justement, du gouvernement du meilleur, recours au référendum, etc. On pourrait parler de la participation. Arnaud Tessier est venu il n'y a pas longtemps nous parler du référendum de 69. Voilà. Mais Mais si vous me permettez, je voudrais juste ajouter une chose pour qu'il n'y ait pas de confusion entre nous. Ma situation est très paradoxale, comme dans beaucoup de domaines, et là, c'est pour ça que je n'ai jamais fait de politique. Parce qu'il ne faudrait pas que vous preniez ma remarque sur le gaullisme comme une critique. C'est-à-dire que ce que je vais essayer de vous faire saisir, c'est que le gouvernement mixte, ce n'est pas nécessairement la panacée. Et je vais vous prendre un exemple qui est très intéressant. J'ai essayé, mais on n'a pas beaucoup de place, donc j'ai quand même résumé. Mais j'ai essayé de vous donner l'idée, au fond, de la perspective ultime que pourrait produire le gouvernement mixte sur un pays comme la France, parce que nous avons un exemple. Vous savez que les historiens, ils n'aiment pas trop les théories, ils aiment plutôt les exemples concrets. Nous avons un exemple concret dans l'histoire de l'Europe d'Ancien Régime, d'un pays qui a suivi précisément le modèle de la monarchie républicaine. C'est la Pologne. La Pologne est un régime mixte. D'ailleurs, il se définit ainsi. La République mixte de Pologne, qui est une monarchie, mais une monarchie élective, où le pouvoir du roi est donc extrêmement réduit, le pouvoir des nobles est considérable, et puis en revanche, c'est plutôt ce qu'on appelle une république nobiliaire, parce que la grande erreur des Polonais, c'est d'avoir complètement occulté le pouvoir des villes, puisqu'ils ont vraiment fait une vraie république nobiliaire, alors en distinguant d'ailleurs entre les grands nobles et les petits nobles. Au fond, les petits nobles jouent le rôle des communes, et puis les grands nobles le rôle des nobles. Quel est le résultat de cette république polonaise ? Au XVIIIe siècle, ils sont tellement en train de se manger le bout du nez chacun entre eux, le liberum veto qui permet d'empêcher toute réforme a tellement produit d'inertie qu'au milieu, vers la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la Pologne disparaît. C'est-à-dire que nous avons du coup, si vous m'autorisez une schématisation à l'extrême, que peut s'autoriser l'historien des institutions plus que l'historien pur, c'est que nous avons d'un côté une monarchie française qui a fait le choix de l'État au détriment de la République, et ça a donné Louis XIV, avec tous les défauts que ça peut avoir, mais en même temps, ce que ça a produit tout de même de gloire et de puissance. Et puis nous avons à l'opposé un régime qui a fait le choix de la République, au sens de régime mixte, au détriment de l'État, c'est la Pologne, et ça a abouti à un néant absolu. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Et nous vivons actuellement des interrogations de cette nature. C'est pour ça que je me permettais d'interroger, parce que c'est vrai. L'excès aujourd'hui du droit, je dis l'excès dans le sens où vous voyez très bien comment le droit paralyse toute forme de décision politique. Le droit, aujourd'hui, contraint considérablement nos hommes politiques. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire. Alors, si on se situe d'un point de vue moral, c'est très très bien. Parce que, au nom des droits de l'homme, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire. Mais est-ce que c'est satisfaisant d'un point de vue politique ? La question se pose dans de nombreux domaines. Je ne vais pas ouvrir le débat parce que c'est un débat d'abord très compliqué puis surtout très polémique. Mais vous voyez que comme vous avez parfois des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sur des détails, je pense à un exemple puisque je me suis occupé à un moment, vous le savez, de questions de mafia. Vous avez la Cour européenne des droits de l'homme qui va au nom des droits de l'homme. Alors vous avez tous lu la Convention européenne des droits de l'homme et la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Je ne vois pas sur quel fondement ils ont considéré que les forces de police ne peuvent plus conserver un
dossier criminel d'une personne au-delà de 15 ans. Pourquoi 15 ans ? Sachant qu'en plus, tous les acteurs de terrain vous disent un parcours criminel, c'est normalement 25-30 ans. Moi, j'ai par exemple dans mon village du sud de l'Italie des mafieux qui reviennent de prison. Ils ont été emprisonnés pour avoir commis de nombreux assassinats en 1990. Comme vous le savez, en Italie, même maintenant en France aussi, il n'y a pas la peine de mort. Donc au bout, vous êtes condamné à perpétuité. Et ben, au bout de 25 ans, vous sortez. Et ben, on y est. Il ressort. Il a la maison en face de chez moi et il recommence à reconstituer son clan, évidemment. Bon, tout cela, ça nous donne bien l'idée qu'au bout même de 25 ans, on a un parcours criminel encore actif. Au nom de quoi ? Au nom des droits de l'homme, on nous dit aux forces de police, vous ne pouvez pas conserver le dossier criminel de quelqu'un à plus de 15 ans. Voilà des choses qui laissent perplexes quant à cet surinvestissement du droit par rapport à la politique. On devrait pouvoir, quand on est à la manœuvre dans l'État, considérer qu'on garde le dossier criminel de la personne autant de temps qu'on veut. Et je ne crois pas qu'en vous disant cela, je suis en train de paraître le pire individu qui veut bafouer toutes les libertés individuelles. Vous voyez, donc, vous voyez ce problème de la surexposition du droit, parfois, conduit à une annulation ou à une paralysie du politique qui peut se révéler fatale, y compris pour la propre défense de nos libertés. Oui. En même temps, comme dirait l'autre, on s'assoit complètement sur un référendum en 2005. Ah ben, L'état de droit, la démocratie, justement. etc. Et là, crac, rien du tout. Mais je pense que vous n'avez pas, pardonnez-moi, saisi que l'état de droit, c'est la liberté, c'est pas la démocratie. Parce que l'état de droit, c'est les juges, c'est une aristocratie qui le défend, et qui le défend au nom de la liberté. En revanche, la démocratie, le référendum, si on considère dans une conception oligarchique que le peuple se trompe, on n'en tient pas compte à un moment. S'il se trompe trop, d'abord je pense que s'il se trompe trop, on arrêtera de le faire voter. Mais ça, c'est pas encore pour tout de suite. Mais c'est un peu dans la logique, si vous voulez, d'une certaine conception poussée à son extrême d'un libéralisme des droits. D'ailleurs, nous savons tous, puisque nous sommes tous à fréquenter des gens qui sont inspirés par les meilleurs sentiments, notamment dans nos universités de droit, beaucoup de grands théoriciens des droits de l'homme, qui considèrent que la démocratie, c'est effrayant, au fond. Ben oui, parce que ça va à l'encontre des droits de l'homme, dans de nombreux domaines. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est compliqué, hein. Et ils ont un argument important à faire valoir. C'est d'ailleurs la ruse de 1945, si vous voulez, j'y reviens. L'argument qu'ils ont à faire valoir, c'est que c'est avec la démocratie qu'un certain nombre de régimes autoritaires, totalitaires même, sont arrivés au pouvoir. Hitler a été élu, n'est-ce pas ? Donc le démos n'est pas toujours pur non plus. Donc il faut essayer de trouver un équilibre qui est très difficile à trouver entre la logique des droits et la logique du démos. Il ne faut pas que ça soit le démos pur, parce que le démos pur peut être aussi oppressif que le monarque pur, mais le droit ne doit pas non plus être un élément qui, à partir d'un certain moment, oblitère complètement la dimension politique de nos régimes, sinon il n'y a plus la démocratie. Il y a l'oligarchie, l'aristocratie, ce qu'en 1789 on appelait la robinocratie. Et nos hommes de 1789 ont balayé la robinocratie, évidemment. Pardon, j'ai un peu trop... Moi, j'ai juste, par rapport à la Pologne, en fait, il y a une variable aussi, c'est sa situation géographique. Oui, bien sûr, mais la situation géographique de la France n'était pas non plus géniale au XVIe siècle, l'empire de Charles Quint. Donc voilà. Vous savez, après, tout dépend évidemment. La France, par la suite, a justement, à partir du XVIe siècle, et surtout avec Richelieu, a pu vraiment se constituer une force pour combattre cette double monarchie qu'il a menacée, mais elle aurait pu être parfaitement, au moment des guerres de religion, elle aurait pu être complètement dévorée. Le parti ligueur s'étant mis avec l'Espagne, le parti protestant avec l'Angleterre, on pouvait imaginer un démantèlement complet de la France.
Démantèlement qui avait eu lieu d'ailleurs en 1420 au moment du traité de Troyes, et qu'on a encore connu en 1940 au moment de la défaite. Donc, les situations géographiques, oui, bien sûr, c'est vrai qu'on n'a pas de bol quand on a Marie-Thérèse d'Autriche, Catherine de Russie, et bon, le Prussien était un peu moins agressif, mais enfin, c'était plus Frédéric II, c'était son descendant. Mais c'est vrai que c'était évidemment terrible. Et puis qu'on avait Louis XV qui a laissé faire. Et j'ai eu le malheur, j'ai fait beaucoup de choses éparpillées, je ne sais pas, je crois que je serai condamné à la fin pour tout cela, mais j'ai écrit une biographie de la Dubarry un jour qu'on m'avait demandé. C'est un moment plaisant d'ailleurs dans mon existence. Je passais 1 an et demi avec cette très jolie femme, mais elle n'était pas dans mon lit, mais enfin elle était tout de même dans mes pensées. Les lettres de Marie-Thérèse à Marie-Antoinette, quand elle était encore simplement dauphine, au moment de l'affaire de Pologne, sont des lettres paniquées. Surtout, ne contribuez pas à mettre cette Dubarry en opposition avec vous. Nous avons besoin d'elle pour dépecer la Pologne. Il faut absolument qu'elle soit de notre côté. Si elle se met à vouloir convaincre le roi d'intervenir pour sauver ces Polonais, parce que les Polonais sont tous allés voir la Dubarry en lui disant on est en train de vouloir nous détruire, nous dépecer, et elle pensait que la Dubarry pourrait avoir le rôle de la Pompadour, c'est-à-dire d'avoir un véritable rôle politique, chose qu'elle ne le savait pas, mais la Dubarry n'a jamais voulu avoir ce rôle, donc c'était au fond une inquiétude excessive, mais elle était tout de même très manifeste dans ses lettres, et parce que il y avait vraiment un risque que le roi de France déclare la guerre pour la question polonaise. Ce n'était pas la première fois que la question de succession de Pologne aurait, au XVIIIe siècle, entraîné une guerre. Donc, bon, ce que vous avez dit est très vrai aussi, mais ça n'aurait pas empêché non plus notre pays d'avoir voilà. La construction, en cela, mais vous savez ça 100 fois mieux que moi, la construction de la monarchie française est aussi une forme de miracle, parce que c'était pas non plus une donnée, c'était pas gagné, comme vous dites, et c'était pas gagné depuis le début, parce que au moment où il y avait d'un côté l'empereur, de l'autre côté le pape, c'était pas non plus la petite monarchie française. On n'aurait pas donné beaucoup pour sa survie. Oui, en venant à cette conférence, avant de venir, j'ai ouvert le dictionnaire, j'ai même pris 2 éditions, le Larousse, sur le mot république. Oh là, alors oui, alors là... Celui d'après-guerre et puis l'édition la plus récente. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme souvent dans Larousse, il y a 2 définitions qui sont assez contradictoires. Oui, c'est vrai. La première, c'est effectivement celle qui renvoie à ce que vous avez dit sur Benin, c'est-à-dire la République, la Respublica, c'est le régime de l'intérêt général, c'est la défense de l'intérêt public, de l'intérêt général. Et donc ça couvre assez largement, même si Benin conclut que le bon régime républicain, c'est la monarchie. Absolument. Et puis, tout de suite après, Larousse dit, et puis, point, autre définition, la République, c'est le régime dans lequel le pouvoir est exercé par des gens élus. Donc dans le premier cas, République au sens de Benin, l'antinomie, l'opposé, c'est la tyrannie. Et dans l'autre cas, la deuxième... Enfin, la tyrannie, peut-être pas la tyrannie, la monarchie absolue. C'est en tout cas, non, c'est la tyrannie. C'est-à-dire le régime, tel que Larousse le précise, en disant la tyrannie, c'est le régime où l'intérêt général n'est pas assuré. L'intérêt, c'est celui du tyran. Dans la deuxième définition, sur la République, c'est-à-dire le régime où le pouvoir est exercé par des gens élus, l'opposé, c'est la monarchie héréditaire. Donc, on a 2 définitions, et vous en ajoutez une 3e. Oui. Donc, il faut la faire figurer dans la prochaine édition du Larousse, que je trouve très intéressante et assez nouvelle, enfin, même si elle remonte à Aristote, c'est-à-dire cette idée que quelque part la République, c'est aussi ce régime composite avec ces 3 éléments. Alors, vous avez parlé de monarchie républicaine, peut-être parce que vous êtes chez des monarchistes. Non, c'est dans le livre. Hein. Je suis démagogue, mais pas non plus à ce point-là, rassurez-vous. On aurait pu aussi parler de république monarchiste ou de république monarchique,
Ça n'aurait pas été pareil, justement. Je pense que la Constitution de 1791 aurait pu répondre à cette définition et pas la monarchie républicaine. Mais vous avez tout à fait raison. D'abord, le mot république est un mot polysémique parce que, en fait, peut-être l'origine du problème, c'est que Aristote utilise le mot politeia et non pas, évidemment, le terme démocratie et république. Puis, il est traduit, ce terme politeia, à partir du XVe siècle, d'ailleurs, par république. C'est ce qui va expliquer en réalité, beaucoup d'auteurs vont vous donner des définitions différentes. J'essaye de simplifier. Vous avez parfaitement raison, il y a 3 définitions successives du mot république. Les 2 premières définitions sont des définitions profondément antiques et modernes, c'est-à-dire pas contemporaines. D'une part, la plus singulière, celle qui est la plus difficile à saisir, c'est la République conçue comme, au fond, le bien commun, mais la communauté. Et ça, c'est la chose qui a été le plus dur pour moi, y compris, puisque je le connaissais un peu, je la connaissais, cette définition, je l'enseignais aux étudiants, mais vous savez, quand on enseigne quelque chose, mais qu'on ne voit pas très bien, on se dit, bon, c'est un peu confus. Là, j'ai saisi un peu mieux, si vous m'autorisez de vous donner un exemple. C'est vraiment l'idée qu'il y aurait d'un côté la monarchie et de l'autre côté la communauté, la République. Et que le bon régime, c'est le mélange des deux. C'est-à-dire un roi qui va être au service de la communauté, d'où la conception, par exemple, thomiste de la monarchie politique, c'est-à-dire l'idée que il y a vraiment une existence autonome de la République par rapport aux institutions, disons, monarchiques, pour ne pas dire encore de l'État, parce que ce n'est pas la définition. Et ça, c'est vraiment la conception qui existe jusqu'au XVIe siècle. C'est pour ça qu'on mélange très souvent république, bien commun, chose publique, res publica. D'ailleurs, la res publica et république, c'est pas toujours synonyme. Hein. Vous avez par exemple l'utilisation du mot res publica à l'époque de l'augustinisme politique, à l'époque très antique, qui n'a pas aucune dimension politique derrière. C'est juste, bon, voilà, c'est comme on dirait aujourd'hui l'intérêt général. Enfin, c'est des mots souvent parfois un peu vides de sens, mais qui peuvent par moments en revanche avoir un véritable sens. Donc c'est très compliqué. Selon les auteurs, c'est soit on l'utilise comme ça, soit on a une véritable dimension théorique. Bon. Et la dimension théorique apparaît surtout à partir du XIIIe siècle, hein, à cause justement de la nouveauté et de l'influence de Aristote. Et puis alors, avec Bodin, la République devient synonyme d'État, vraiment. Les 6 livres de la République, ce n'est pas les 6 livres de la chose publique, c'est de l'État. Et nous voyons cette traduction dans le vocabulaire politique. Dès le XVIIe siècle, par exemple, en 1614, je le soulignais aux derniers États généraux avant ceux de 89, de plus en plus, le personnel politique, les représentants du roi, les représentants, y compris aussi de la noblesse, parlent de non plus la chose publique, mais la chose de l'État, le bien de l'État. Vous voyez, c'est plus la chose publique, c'est plus la question de la communauté, c'est la question de l'État qui devient une nouvelle figure, qui devient la figure centrale en France. Et l'État, c'est moi, dira donc Louis XIV. Et puis alors, à partir donc de la Révolution française, mais ça venait déjà un peu avec les Lumières radicales, et on pourrait dire les premiers, c'est peut-être les niveleurs anglais donc, qui ont coupé la tête de leur roi bien avant nous, vous le savez. Et bien là, on a l'idée que la République, c'est un régime politique à l'opposé du régime héréditaire. C'est un régime électif. Mais ce n'est pas toujours le cas, je vous dis, dans toute cette tradition d'Ancien Régime, où on peut tout à fait combiner République et monarchie. La seule chose qui est incompatible entre la République, et c'est pour ça que je vous reprenais sur la première définition de Larousse, normalement, chez la plupart des auteurs, ce qui est incompatible avec République, c'est absolutisme. C'est-à-dire l'idée qu'il y a un seul qui puisse faire ce qu'il veut, qu'il soit délié des lois. Mais avec Jean Bodin, ça devient possible, puisque la République, c'est l'État, et l'État, ça peut être dirigé par un seul homme. Voilà, si j'ai été plus clair. Alors, ça me met 2 petites questions rapides. Est-ce que vous ne pensez pas quelque part qu'un bon exemple de la monarchie républicaine, c'est finalement donc de cette monarchie
les trois éléments composés, c'est quelque part la restauration, y compris jusqu'à la monarchie de Juillet. Non, parce que... Alors, Juillet, c'est différent, mais la monarchie de 1814, vous le savez, c'est un régime, ce que l'on appelle, avec un principe monarchique, c'est-à-dire une souveraineté du roi. La preuve en est, c'est que dans la charte de 1814, le fameux article 14 qu'utilisera Charles X en 1830 prévoit que si à un moment les choses ne vont pas très bien, eh bien on cesse de faire fonctionner les institutions parlementaires et le roi reprend tout le pouvoir à lui et peut gouverner par ordonnance. Oui, mais l'article 16, bien plus radical. Hein. Dans la charte de 1814, c'est l'article 14. Cet article 14 est très intéressant parce qu'il permet de comprendre qu'en réalité, et vous le savez, le roi, il n'y a pas eu un contrat avec la nation, avec ce qu'on pourrait appeler la chose commune. Il y a eu un octroi. Le roi a octroyé la Constitution, la charte de 1814. Ça veut dire que le roi est le seul souverain et qu'il a accepté, comme on dit dans les discours juridiques un peu ennuyeux, il a accepté de se soumettre à des suggestions d'exercice. Mais ces suggestions d'exercice, il peut tout à fait revenir dessus. Dans le gouvernement mixte, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais c'est pas ça le gouvernement mixte. Le gouvernement mixte, c'est vraiment, il y a pas au fond de souveraineté. C'est chacun a un pouvoir qui contrebalance l'autre. Et il faut arriver à trouver une solution qui puisse, comme dit Montesquieu, leur permettre d'aller de concert. Dans 1815, à un moment, la solution elle est trouvée, c'est le roi qui décide et qui tranche seul. On aborde la notion de légitimité, alors je ne sais pas. Ah, ben, si vous voulez, oui. Mais... Vous voulez dire la légitimité républicaine ? Oui. Ah, ça, c'est une question très compliquée, en effet. La légitimité républicaine. La légitimité, elle est née avec, justement, 1814 et le retour des... On ne parle pas beaucoup de légitimité avant 1814. On n'en parle pas parce qu'elle ne se pose pas. Au fond, ça va de soi. Voilà, les monarques sont nécessairement... ils sont légitimes pour certains le droit divin, pour d'autres l'histoire. La légitimité historique. Vous savez, en 1780... Moi, j'ai fait ma thèse sur la première contre-révolution, les hommes qui défendaient l'Ancien Régime en 1789. En 1789... on ne trouve plus beaucoup de défenseurs, en tous les cas à l'Assemblée nationale, où il y a encore beaucoup d'aristocrates. Je ne parle pas de 92, mais en 89, toute la vieille aristocratie française est encore là. Ce sont pour beaucoup les défenseurs de l'Ancien Régime, pas tous, certains sont des révolutionnaires, vous le savez, mais la plupart. Eh bien, parmi eux, vous avez très peu de défenseurs de l'idée d'un roi de droit divin. Il y a même un des principaux orateurs du parti aristocrate, Casales, qui dit, bon, ça ce sont des sottises, évidemment, mais ils sont pour la légitimité historique, c'est-à-dire le droit historique, comme je l'ai défini, c'est-à-dire, Casales dit, ça fait 8 siècles que cette monarchie est là, donc. Et au fond, vous savez, d'ailleurs Burke s'inspirera de ça pour ses réflexions sur la Révolution française quand il utilisera et qu'il forgera ce concept conservateur de prescription. C'est-à-dire, il y a prescription, ça fait 8 siècles que la monarchie est là, elle a un droit historique. Bon. Et ça se transformera à partir du début du XIXe siècle en concept de légitimité pour l'opposer au concept de légalité. Bon, vous connaissez l'affaire qui sera réutilisée par les juristes gaullistes en 1940, en disant, bon, il y a une légalité, certes, Pétain est arrivé, enfin, d'ailleurs, la légalité non, c'est compliqué juridiquement, c'est compliqué juridiquement. Après, politiquement, ça ne fait pas débat, mais juridiquement, c'est compliqué. Parce que, écoutez, c'est une assemblée légalement élue qui se réunit. Non, je me permets de faire la voix du diable. Je ne veux pas du tout. Je ne suis pas un esprit polémique, sinon on m'inviterait plus dans certaines émissions. Mais moi, je déteste la polémique. Mais par le plaisir, puisque nous sommes entre nous, par le plaisir du jeu, c'est une assemblée élue
qui légalement transfère ses pouvoirs au maréchal Pétain. Et en travaillant d'ailleurs ce livre, alors là on change complètement de sujet par rapport à votre question, mais en travaillant ce livre, j'ai été surpris d'une chose que je n'avais pas réalisée. Beaucoup de ces personnes qui ont été d'ailleurs à juste titre considérées comme s'étant fourvoyées en 1940 en ayant voté les pleins pouvoirs. Mais beaucoup des gens qui ont voté les pleins pouvoirs ne pensaient pas qu'ils votaient les pleins pouvoirs au maréchal Pétain pour créer un nouveau régime qui allait faire ce que nous savons qu'il a fait. Beaucoup pensaient au modèle du gouvernement provisoire, qui est une tradition dans notre histoire. En 1870, gouvernement provisoire. En 1848, gouvernement provisoire. La République a très souvent fonctionné dans les moments de crise par l'instauration d'un gouvernement provisoire, mais, et c'est ce que dit d'ailleurs le président du Sénat en 1944 au moment du procès, 45 au moment du procès Pétain, il dit « Ce qui est surtout choquant, c'est que ce gouvernement provisoire ait duré. » Parce qu'en réalité, c'est Jeannet, il dit, Jules Jeannet, il dit le vrai scandale juridique, la prévarication, c'est parce que le maréchal Pétain n'a pas respecté ce que devait être un simple gouvernement provisoire, c'est-à-dire un gouvernement qui est là pour gérer au plus pressé. C'est la panique. Bon. Seulement le problème, c'est que très vite après, il adopte toutes les lois constitutionnelles qui changent tout, et à partir de là, on tombe en effet dans un régime qui est un régime scandaleux, et puis bon, enfin, toute l'histoire que l'on connaît. Mais voilà, je sais plus pourquoi je vous ai dit ça, parce que là on s'égare, mais c'est une histoire de la République très compliquée. Alors, nous avons volontairement pas du tout traité l'État français, puisque c'est pas la République. Ouvertement, l'État français, il se détourne de la République. Un certain nombre de conseillers de Pétain, comme Alibert et autres, sont profondément Action française, monarchistes et autres. Simplement, ce qui est, nous, on a essayé d'étudier la continuité républicaine donc à Londres, et là, on restaure la théorie de la légitimité. Alors là, ça s'applique à la République, mais cette fois-ci seulement. Cette théorie de la légitimité qui est établie, vous le savez, par René Cassin, qui suggère à De Gaulle, en effet, de dire, certes, il y a un régime légal, donc il dit pas. Non, il détruit complètement. Oui, tout à fait. Non, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il essaye de montrer que ce régime n'est pas légitime. Voilà. On peut résumer les choses de la sorte. Mais c'est à ce moment-là qu'il y a un retour de cette légitimité. Une ultime question, parce qu'il va qu'on s'arrête, malgré l'intérêt de la discussion. Il faut que dans notre pays, alors, la médiocrité d'une certaine classe politique et de certains médias y est pour beaucoup, mais on associe démocratie et république au point qu'un terme est souvent employé à la place de oui. Alors, est-ce que c'est lié à une circonstance historique précise, c'est-à-dire le fait que le suffrage universel est survenu sous une république, mais est-ce que c'est lié à ça ou est-ce qu'il y a des raisons plus profondes? C'est une belle question. La confusion des esprits. Oui, mais la confusion des esprits, elle est ancienne d'abord, parce que la confusion est très souvent faite au XIXe siècle. D'ailleurs, souvent au XIXe siècle, notamment sous les monarchies et sous le Second Empire, on préfère utiliser le mot démocratie. Il est moins dangereux que le mot république, qui est à l'époque considéré comme au contraire un régime tout à fait condamné. Donc au départ, personne en 1815, personne n'est véritablement républicain. On peut se déclarer démocrate. En 1848, on va dire démocrate socialiste, c'est les plus radicaux, mais c'est un mot. Donc la démocratie a pu servir un peu de voie de détournement. Pour ce qui concerne aujourd'hui, je pense qu'il y a une confusion, et vous avez très bien souligné pourquoi, parce que c'est vrai, dans notre tradition républicaine post-89, la démocratie et la République sont
associée. C'est la République qui donne la démocratie en France à 2 reprises. D'abord, on ne le sait pas, en 1792. Le premier suffrage universel est attribué en 1792, sauf qu'en 1792, il est indirect, mais il est universel. Et puis le vrai suffrage universel, c'est en 1848, à nouveau sous la Seconde République. Donc je pense que c'est en partie lié à ces 2 événements que vous soulignez. Et puis, vous dites que l'ignorance, vous savez, si c'était que ça, c'est déjà pas mal. Et puis, alors, dites-vous bien, moi je vis entre la France et l'Italie, dites-vous bien que c'est pas du tout propre à la France, la situation que nous connaissons aujourd'hui. Elle est vraiment très... je ne sais pas si elle est répandue partout, mais en tout cas, elle est bien répandue dans l'autre pays que je connais bien, l'Italie. Et je voudrais, puisque je l'ai retrouvé, je cherchais en fait dans cette conférence, vous lire ce petite phrase de Giovanni Sartori. Vous savez, Giovanni Sartori, c'est un des très grands théoriciens de la démocratie. Il a écrit un livre qui s'appelle Théorie de la démocratie, qui est un livre très profond. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le lire. Il est traduit en français. Alors là, je l'ai traduit moi-même parce que j'ai découvert la traduction française trop tard, mais c'est pas grave, je crois que j'arrive encore à traduire ce genre de choses. Il dit qu'il y a une sorte de fausse continuité entre République et démocratie, ça répondra à votre question, et il dit la chose suivante qui illustrera le propos que j'ai essayé de développer avec vous. En adoptant la République, la civilisation occidentale a retenu un idéal beaucoup plus modéré et prudent que la démocratie, un idéal mixte, si l'on peut dire, et j'ajouterais ce mot donc, dont je vous ai parlé de John Adams. J'ai toujours été, donc John Adams, un des grands constitutionnalistes de la fondation de la République américaine, j'ai toujours été pour une République libre, pas pour une démocratie qui est un gouvernement arbitraire, tyrannique, sanglant, cruel et intolérable. Je ne pense pas avoir répondu précisément avec cette phrase de John Adams à votre propos, mais je crois qu'il est intéressant de montrer que dans les grands débats du XVIIIe siècle, cette opposition existait entre République et démocratie, et d'ailleurs nous le voyons à l'œuvre, y compris dans nos propres débats au début de la Révolution française, et c'est la rupture de 92 qui va complètement changer la donne, puisque à ce moment-là, démocratie et République vont se trouver aller de pair. Chers amis. Pardon ? En Espagne, il renaît, justement. La remise en cause de monarchie. Absolument, oui. Absolument. Chers amis, on va s'arrêter en remerciant